Imaginez un endroit où la carte du monde se termine, où les lois de la navigation habituelle cessent de fonctionner et où l'aiguille de la boussole devient folle, indiquant non pas le nord, mais l'abîme. Nous sommes à la limite de la Terre habitée, là où l'Amérique du Sud, tel un doigt cassé, pointe vers le cœur glacé de la planète, l'Antarctique. Entre les deux se trouve un espace aquatique que les marins ont appelé simplement la Gueule, le détroit de Drake, 800 km d'enfer glacé, le passage le plus étroit du monde, le cimetière de navires le plus profond, le plus puissant accélérateur d'eau de l'univers. Ici, à la croisée de deux grands océans, le Pacifique et l'Atlantique, se déroule une bataille titanesque qui ne cesse depuis 40 millions d'années. Pendant des siècles, cette route a été le seul chemin pour ceux qui voulaient contourner l'Amérique, et pendant des siècles, elle a exigé son tribut sanglant. Au fond, dans l'obscurité froide, sous une pression de 5 atmosphères, reposent les squelettes de plus de 800 navires, des galions chargés d'or, des clippers chargés de thé, des croiseurs militaires, des yachts modernes. Des dizaines de milliers d'âmes qui n'ont jamais revu la Terre. Leurs os sont devenus partie intégrante de la géologie du fond. Même aujourd'hui, à l'ère de la navigation par satellite, des radars, des coques en titane et des moteurs nucléaires, les capitaines de supertankers pâlissent à l'idée de traverser le détroit de Drake. Les compagnies d'assurance font grimper les prix au ciel. Les géants de la logistique sont prêts à dépenser des millions de dollars pour faire contourner leurs navires par le canal de Panama ou même autour de l'Afrique, juste pour éviter de croiser ce monstre. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui rend cette partie de l'océan si mortelle ? Avant de passer à la partie principale, nous aimerions vous demander un petit soutien. Un like et un abonnement seraient la meilleure reconnaissance. Merci. Pendant longtemps, on a cru que le problème venait simplement des tempêtes, du mauvais temps. Mais des recherches récentes, menées par des océanographes, utilisant des drones sous-marins autonomes, de l'altimétrie par satellite et des simulations sur supercalculateurs, ont révélé une vérité inquiétante. Le détroit de Drake n'est pas juste de l'eau, c'est un gigantesque mécanisme planétaire, une machine thermodynamique de mort, un accélérateur de particules, sauf qu'au lieu d'atomes, ce sont des milliards de tonnes d'eau qui y sont accélérées. C'est un endroit où l'océan devient fou. Les scientifiques ont découvert des anomalies qui ne correspondent pas au modèle habituel de la physique des vagues tulleuses surgissant de nulle part dans le calme, des courants dont la vitesse dépasse celle des rivières de montagne, un fond qui agit comme une lentille optique focalisant l'énergie de la tempête en un point d'impact, et des phénomènes atmosphériques capables de geler instantanément un navire, le transformant en iceberg. Nous entamons la plus grande enquête. Nous plongerons au cœur de la tempête, nous analyserons la physique de la catastrophe à un niveau moléculaire, nous découvrirons pourquoi même les porte-avions modernes se briseraient ici comme des allumettes, et nous répondrons à la question de ce que cache le fond du détroit de Drake et pourquoi les scientifiques appellent cet endroit un interrupteur climatique dont l'extinction tuerait la civilisation. Pour comprendre la nature de ce monstre, il faut regarder le globe comme le feraient des dieux d'en haut. Du côté du pôle sud, la Terre tourne vers l'est. Avec la surface solide, la coque gazeuse, l'atmosphère, et la coque liquide, l'océan, tournent également. Dans l'hémisphère nord et dans la zone équatoriale, les continents freinent ce mouvement. L'Amérique, l'Eurasie, l'Afrique, elles agissent comme de gigantesques brise-lames, brisant les flux, les forçant à s'enrouler en cercle sûr. Mais, dans l'hémisphère sud, tout est différent. Regardez les latitudes de 40 à 60 degrés sud. Il n'y a pas de terre. Il n'y a qu'une bande infinie et continue d'océans entourant la planète. Ici règne le courant circumpolaire antarctique, le courant le plus puissant de la Terre, le seul qui se boucle sur lui-même. Il s'élance autour de l'Antarctique sans rencontrer d'obstacles. Il s'accélère, prend de la puissance. Le vent pousse l'eau pousse le vent. C'est un moteur éternel. Le volume de transport d'eau ici est mesuré en sverdrup. Un sverdrup, c'est 1 million de mètres cubes d'eau par seconde. Le Gulf Stream, c'est puissant, c'est environ 30 sverdrup. Le courant des vents d'ouest dans le détroit de Drake transporte 150 sverdrup. C'est 150 fois plus que le débit de toutes les rivières du monde réunies. L'Amazone, le Nil, le Mississippi, le Yangtze-Kiang, ce sont des gouttes dans l'océan par rapport à ce qui passe par le détroit de Drake. Et soudain, à pleine vitesse, cette masse colossale d'eau heurte un obstacle, le détroit de Drake.
La péninsule antarctique s'avance vers le nord, l'Amérique du Sud descend vers le sud. La largeur du passage se rétrécit de 1000 à seulement 800 km. C'est un entonnoir, une vanne hydrodynamique géante. L'effet Venturi se produit. Le même principe qui fonctionne dans un carburateur ou dans un tuyau de pompier lorsque vous obstruez l'orifice avec un doigt. Pour repasser par le goulet, l'eau doit s'accélérer, et elle s'accélère. La vitesse du courant ici atteint des valeurs folles, mais ce n'est pas un flux laminaire lisse, c'est un chaos turbulent. L'eau bout. De gigantesques tourbillons, des édis d'un diamètre de centaines de kilomètres, se détachent du flux principal et vivent leur propre vie, tournoyant avec une énergie monstrueuse. Ces tourbillons peuvent aspirer un petit navire ou dévier un tanker de son cap. Les satellites de la NASA, mesurant la hauteur de la surface de l'océan avec une précision millimétrique, ont enregistré ici une anomalie gravitationnelle. Le niveau de l'eau dans le Pacifique, à l'entrée du détroit, est plus élevé que le niveau dans l'Atlantique, à la sortie. Le détroit de Drake n'est pas simplement une rivière dans l'océan, c'est une chute d'eau inclinée et horizontale. Les navires allant d'est en ouest, contre le courant, en montée, doivent littéralement gravir une pente d'eau, luttant contre une masse qui essaie de les repousser en arrière. À l'époque de la voile, c'était une condamnation. Les capitaines pouvaient attendre des mois un vent favorable, essayant de contourner le cap, mais ils étaient repoussés de centaines de milles en une nuit. Les gens mouraient de scorbut, devenaient fous, et le navire restait sur place. Le Cap Horn est devenu synonyme de désespoir. Mais le courant n'est que le fondement de la catastrophe. Le principal ennemi qui brise l'acier, ce sont les vagues. Dans un océan ordinaire, les vagues naissent du vent et meurent en s'écrasant sur la côte. Ici, il n'y a pas de côte. Les vagues peuvent courir autour du monde, accumulant de l'énergie sans fin. Cela s'appelle le fetch. Dans le détroit de Drake, le fetch est infini. Une tempête ordinaire dans l'Atlantique Nord, ce sont des vagues de 5 à 6 mètres. Terrifiant, mais tolérable. Dans le détroit de Drake, 10 mètres, c'est le calme. 20 mètres, c'est un mardi ordinaire. Mais ce qui est le plus effrayant, ce qui fait que les marins expérimentés restent figés, ce sont les vagues tueuses, des vagues monstres. Pendant longtemps, les océanographes les considéraient comme un mythe, des histoires de marins ivres. Une vague de 30 mètres qui apparaît de nulle part sous un ciel dégagé, c'est impossible. Cela va à l'encontre de la distribution gaussienne. La science était arrogante jusqu'à ce qu'en 1995, sur la plateforme pétrolière Draupler, en mer du Nord, un télémètre laser enregistre un mur d'eau de 25,5 mètres de haut surgissant au milieu de vagues de 12 mètres. La science a reconnu que les monstres existent, et le détroit de Drake est leur terre natale. Ici, une combinaison mortelle de facteurs opère. Premièrement, de forts vents d'ouest propulsent les vagues vers l'est. Deuxièmement, un courant puissant se dirige également vers l'est, mais il contient des tourbillons opposés et des flux réfléchis du fond. Lorsqu'une vague rapide rencontre un courant opposé, une compression se produit. La longueur d'onde diminue, tandis que la hauteur augmente de manière explosive. L'énergie est comprimée en un pic étroit. Troisièmement, l'interférence. Les vagues ici se déplacent à des vitesses et des fréquences différentes. Parfois, par la loi de la malchance et la théorie du chaos, les crêtes de plusieurs systèmes de vagues différents se superposent en un seul point. Elles s'additionnent. Elles volent de l'énergie à leurs voisines. Un tri non linéaire de l'énergie. Des simulations informatiques récentes menées par l'Institut océanographique de Woods Hole ont montré un résultat choquant. Dans le détroit de Drake, la probabilité d'une vague tueuse est 8 fois plus élevée que dans n'importe quel autre point de l'océan mondial. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la statistique. Un navire peut naviguer dans des conditions de tempête de force 7. Le capitaine se calme. Et soudain, sans avertissement, un mur de Drake se dresse devant lui. Un mur vertical d'eau de la hauteur d'un immeuble de 9 étages. L'équipage n'a pas le temps de manœuvrer. On ne peut pas tourner l'étrave vers la vague. L'impact d'une telle vague équivaut à celui d'un choc contre un mur en béton à 40 km à l'heure. La pression atteint 100 tonnes par mètre carré. L'acier ne résiste pas. La coque se fissure. Les écoutilles sont arrachées. La passerelle, le centre névralgique du navire, se trouve souvent à 25 mètres de haut. La vague l'emporte simplement. C'est ce qui est arrivé au paquebot allemand Bremen en 2001. Une vague tueuse de 35 mètres a frappé le flanc. Elle a brisé les fenêtres blindées de la passerelle, inondé les instruments, court-circuité l'électronique. Les moteurs se sont arrêtés. Le navire a dérivé sur le flanc de la vague, en travers. C'est une position mortelle. La prochaine vague devait le renverser.
Les passagers étaient allongés sur le sol dans leur cabine, priant. Ils ont eu de la chance. Les mécaniciens ont réussi à démarrer les moteurs de secours. Mais des centaines d'autres navires n'ont pas eu cette seconde chance. Ils ont disparu sans le temps de lancer un SOS. Ils ont simplement coulé en quelques secondes, se brisant en deux. Mais le danger ne vient pas seulement d'en haut, il vient aussi d'en bas. Nous avons l'habitude de penser à l'océan comme à une cuvette profonde, mais le détroit de Drake est un pays montagneux. Ici se trouve la chaîne de Scotia Ridge, la continuation sous-marine des Andes qui plonge sous l'eau et émerge en Antarctique. Le fond est parsemé de pics acérés, de cônes volcaniques et de canyons. La profondeur varie de 5000 mètres à seulement 300 mètres sur le banc de Birdwood. Ces montagnes sous-marines agissent comme un tremplin pour le courant. Une masse d'eau géante se déplaçant à la vitesse d'un train heurte la pente sous-marine et est projetée vers le haut. Cela crée un phénomène connu sous le nom de vague topographique ou vague stationnaire. À la surface, cela ressemble à un chaudron bouillant, des tourbillons, sous l'eau, un tumulte chaotique où les vagues frappent de tous côtés en même temps, formant des pics pyramidaux. Le navire se retrouve dans une machine à laver. Il est tourné, brisé, frappé. C'est ici que les navires les plus fiables disparaissent. Les capitaines pensaient connaître la direction de la vague. Avec le vent, ils orientaient le navire de face. Mais la vague tueuse arrivait sur le côté, réfléchie par le fond, focalisée par une lentille sous-marine. Un impact sur le flanc, un déplacement de la cargaison, un chavirement. Des géologues étudiant le fond à l'aide de sonars multifaisceaux ont trouvé des traces de gigantesques glissements de terrain sous-marin. Les pentes des montagnes sont instables. La plaque tectonique de Scotia est coincée entre les plaques sud-américaines et antarctiques. Elle craque. Les tremblements de terre ici sont normaux. Un tremblement de terre sous-marin dans cette région provoque un tsunami. Mais ce n'est pas un tsunami ordinaire qui se propage en cercle. Ici, les murs du détroit dirigent l'énergie. Le tsunami se transforme en faisceau dirigé, en laser hydrodynamique. Un navire pris dans un tel faisceau n'a aucune chance de comprendre ce qui l'a tué. Pourquoi y a-t-il toujours des tempêtes ici? Pourquoi pas de répit? La réponse est dans le ciel. Au-dessus de l'Antarctique se forme un vortex polaire, un gigantesque chapeau d'air glacé. Cet air lourd et dense descend du dôme de glace du continent et se dirige vers le nord. À la latitude du 60e parallèle, il rencontre l'air chaud et humide des latitudes tempérées. Cette frontière, le front polaire, passe juste au-dessus du détroit de Drake. C'est une usine à météo, une zone de cyclogénèse. C'est ici que naissent les cyclones. Ils ne viennent pas ici, ils s'y forment. Tous les quelques jours, un nouveau vortex apparaît. La pression au centre du cyclone tombe à des niveaux records, en dessous de 950 hectopascales. Les baromètres à bord des navires deviennent fous, les aiguilles chutent. La chute brusque de la pression crée un vide. L'air s'engouffre avec une force monstrueuse. Le vent atteint des vitesses de tempête, 120 km/h, avec des rafales jusqu'à 200 km/h. Et ce vent n'a rien pour le freiner. Pas d'arbres, pas de montagnes, pas de ville. Juste de l'eau lisse. Il glisse, accumulant de l'énergie. Le vent arrache les crêtes des vagues, transformant l'air en poussière d'eau. La visibilité tombe à zéro. Les marins appellent cela le brouillard blanc ou le lait. L'eau et l'air se mélangent en une seule substance dans laquelle il est impossible de respirer. Si vous sortez sur le pont sans protection, le vent remplira vos poumons d'eau et vous pouvez vous noyer en restant debout. Le givrage, c'est le fléau des navires en métal. La température de l'air tombe en dessous de zéro. Les éclaboussures soulevées par le vent gelant sur les superstructures du navire gèlent instantanément. La glace s'accumule à raison de plusieurs tonnes par heure. Elle recouvre les mâts, les cordages, les antennes, la passerelle. Le centre de gravité du navire se déplace vers le haut. Le vaisseau devient instable. L'équipage doit sortir sur le pont glissant et dansant avec des barres et des haches pour gratter la glace. Une fausse pas et une personne est emportée. Dans l'eau glaciale du Drake à 2 degrés, la mort survient en 4 minutes par hypodermie et choc. Que se trouve au fond? La profondeur du détroit varie de 2 km à 5 km. C'est un abîme. Pendant longtemps, Nelson ne savait ce qu'il y avait là-bas. Mais les technologies modernes de sonar à balayage latéral et les drones autonomes ont permis de plonger Poulot. Et ce que les chercheurs ont vu ressemble à un musée de catastrophes.
Le fond est lancé de débris, c'est la chronologie de l'orgueil et de la tragédie humaine. Des membrures en bois de clipper du 19e siècle qui transportaient de l'or de Californie. Des coques rouillées de bateaux à vapeur du début du 20e siècle. Les débris de porte-containers modernes. Ici repose le légendaire clipper Champion of the Seas, le plus rapide de son temps. Drake l'a brisé. Ici repose le navire San Telmo, disparu en 1819 avec 644 marins à bord. Ils partaient, compas en quart, pour découvrir l'Antarctique. Mais ont trouvé la mort. Personne n'a survécu. Mais la découverte la plus macabre attendait l'expédition près de l'île Éléphant. Le sonar a dessiné sur l'écran les contours d'un sous-marin. Il reposait sur la pente d'une montagne sous-marine brisée en 3 morceaux. Un sous-marin allemand de la Seconde Guerre mondiale, un U-boat type 7. Comment est-il arrivé ici? Officiellement, l'Allemagne ne menait pas d'opération de combat active dans ce secteur. Les conspirationnistes ont immédiatement évoqué la base 211, la nouvelle Swab, la fuite de l'élite nazie lors du Reich en Antarctique. Les historiens ont proposé une version plus prosaïque, mais tout aussi terrifiante. Le sous-marin tentait de se cacher de la chasse des Alliés, de quitter l'Atlantique vers le Pacifique par un chemin secret. Mais le capitaine a sous-estimé Drake. La tempête à la surface était d'une force si monstrueuse que le ressac se faisait sentir en profondeur. Normalement, à 50 mètres de profondeur, c'est calme. Mais ici, les vagues mélangent l'océan jusqu'à 200 mètres. Le sous-marin a été projeté contre les rochers sous-marins, où il est tombé dans un courant descendant qui l'a enfoncé au-delà de sa profondeur de plongée limite. La coque a tremblé. La mort a été instantanée. Même un prédateur en acier, conçu pour la guerre, s'est révélé être un jouet fragile face à la fureur de l'océan. Cet endroit ne connaît ni drapeau ni camp. Il tue tout le monde de la même manière. Pourquoi les porte-conteneurs modernes chavirent-ils? Ils sont énormes, stables, informatisés. La réponse réside dans un phénomène que tous les ingénieurs navals redoutent, la résonance paramétrique. Lorsque le navire navigue sur une vague, sa stabilité change. Lorsque le sommet de la vague passe au milieu de la coque, le navire se balance comme sur une balançoire. Sa stabilité est minimale. Dans le détroit de Drake, la longueur et la période des vagues coïncident souvent avec la fréquence propre de roulis des navires modernes. La résonance commence. Le navire commence à osciller. À chaque impact de la vague, l'inclinaison augmente, 10 degrés, 20 degrés, 30 degrés. Les ordinateurs essayent de compenser le roulis avec les gouvernails et les stabilisateurs, mais ils ne parviennent pas à suivre. À un moment donné, l'angle d'inclinaison dépasse le seuil critique, environ 45 degrés. Les conteneurs sur le pont sont arrachés de leurs attaches. La cargaison se déplace. Le centre de gravité se déplace sur le flanc. Le navire se couche sur le côté et ne se redresse pas. Cela se produit rapidement. L'équipage n'a même pas le temps de comprendre ce qui s'est passé. Le fond océanique dans le détroit de Drake est jonché de milliers de conteneurs. Ils contiennent de l'électronique, des voitures, des vêtements, des produits chimiques. Ils reposent là, empoisonnant lentement l'eau, monument à notre époque de consommation. Mais la découverte la plus importante des dernières années ne concerne pas les navires, ni l'histoire, mais l'avenir de la planète entière. Des scientifiques de l'Université de Princeton et de l'Institut d'océanographie Scripps, analysant les données des bouées en eau profonde Argo, ont découvert que le détroit de Drake n'est pas simplement un passage, ce sont les poumons de la Terre. C'est ici que l'eau se mélange avec une force folle, où les couches profondes remontent à la surface, l'upwelling, et où les eaux de surface descendent au fond. Un gigantesque échange de gaz se produit. L'océan dans le détroit de Drake fonctionne comme une pompe géante. Il absorbe le dioxyde de carbone de l'atmosphère. L'eau froide dissout mieux le gaz que l'eau chaude. Les vagues tumultueuses augmentent la surface de contact entre l'eau et l'air. L'eau saturée en CO2 devient plus lourde et coule, descendant au fond sous forme d'eau de fond antarctique. Elle emporte le carbone de l'atmosphère et le conserve dans l'abîme pendant des siècles. Le détroit de Drake et l'océan austral capturent jusqu'à 40% de tout le carbone anthropique absorbé par les océans. C'est plus que les forêts amazoniennes. C'est le principal frein au réchauffement climatique. Sans Drake, la Terre serait beaucoup plus chaude. Mais les capteurs montrent une dynamique inquiétante. Le courant change. Des raisons de la fonte des glaces en Antarctique, l'eau devient moins salée et moins dense. Le mécanisme de submersion du carbone commence à dérailler.
De plus, l'intensification des vents commence à faire remonter des eaux anciennes et profondes saturées de carbone ancien. L'océan pourrait cesser d'être une éponge et devenir une source. C'est une bombe à retardement. Le détroit de Drake, qui a tué des marins pendant des siècles, détient maintenant le destin de l'humanité entre ses mains. S'il actionne un interrupteur, le climat changera de manière irréversible. En quelques années, nous aurons une serre. Le détroit de Drake n'est pas simplement une barrière physique, mais aussi biologique. C'est la frontière des mondes, la convergence antarctique, le front polaire, une ligne où les eaux glaciaires de l'Antarctique rencontrent des eaux plus chaudes mais encore froides de la zone subantarctique. Ce n'est pas simplement une ligne sur une carte, c'est un mur physique de densité et de température. Les scientifiques qui ont prélevé des échantillons d'eau ont été choqués. La différence de température est de quelques degrés, mais la composition de la vie de part et d'autre de la ligne diffère radicalement. Les poissons, le plancton, les bactéries, ils ne franchissent pas cette limite. L'évolution en Antarctique a suivi son propre chemin. Par exemple, les poissons de glace ont un antigel dans le sang, car Drake a isolé le continent il y a 30 millions d'années. Mais il y en a qui ont appris à utiliser Drake, le crevette antarctique. La biomasse de ce crustacé dans l'océan austral surpasse la biomasse de tous les humains sur Terre. C'est la base de la vie. Les courants dans le détroit de Drake fonctionnent comme une courroie de transmission dispersant le crevette et les nutriments à travers tout l'hémisphère sud. Sans cette pompe, les océans seraient un désert. Les albatros, de gigantesques albatros errants avec une envergure de 3,5 mètres, trouvent dans la tempête de Drake un cadeau. Ils ont un mécanisme unique dans les tendons de leurs ailes qui leur permet de se maintenir en position ouverte sans effort musculaire. Ils utilisent l'énergie du vent, le vol dynamique, pour voler sans battre des ailes. Ils peuvent dormir en vol. Ils font le tour de la Terre utilisant les vents de Drake comme une autoroute. Et les baleines? Les baleines bleues, les rorquals, les baleines à bosse traversent le détroit de Drake 2 fois par an. Pour elles aussi, c'est une épreuve. Même les baleines sont mal à l'aise dans cet enfer. Le bruit de l'océan ici est si puissant, à cause de l'impact des vagues et du vent, qu'il étouffe leur chant. Les baleines se perdent, elles crient, mais elles ne s'entendent pas. Les scientifiques ont enregistré que, dans le détroit de Drake, les baleines changent leur fréquence de communication, passant à d'autres tonalités, essayant de percer le rugissement de la tempête. Elles se taisent et économisent leurs forces pour lutter contre le courant. Maintenant, il est clair pourquoi le canal de Panama a été construit. Ce n'est pas seulement une question économique, c'est une question de peur. En 1914, lorsque les écluses de Panama ont été ouvertes, le monde des marins a poussé un soupir de soulagement. Le chemin de New York à San Francisco a été réduit de 8000 milles. Mais surtout, il n'était plus nécessaire de jouer à la roulette russe avec le Cap Horn. Le canal est devenu un salut. Cependant, aujourd'hui, le canal de Panama s'assèche. Les changements climatiques, la sécheresse à Panama abaissent le niveau de l'eau du lac Gatun qui alimente les écluses. La capacité de passage diminue, les files d'attente de navires s'étendent sur des semaines. Les enchères pour le droit de passage atteignent des millions de dollars. Et les propriétaires de navires regardent à nouveau vers le sud, vers la carte. Le mot effrayant Drake résonne à nouveau. Les supertankers et les porte-conteneurs de classe post-Panamax, qui ne passent pas dans les écluses ou ne veulent pas attendre, sont contraints de faire le tour. Et le trafic à travers le détroit de Drake augmente pour la première fois en 100 ans. Et l'océan relève le défi. Le nombre d'incidents a de nouveau augmenté, des conteneurs perdus, des gouvernails cassés, des fissures dans les coques. L'océan rappelle qu'il n'a pas changé. Seuls nous avons changé, devenus plus arrogants. Le paradoxe de la modernité. Ce qui terrifiait les marins jusqu'à leurs cheveux gris attire maintenant les touristes avec des iPhones. Les croisières en Antarctique sont devenues un phénomène. Des paquebots de luxe avec des coques renforcées traversent le détroit de Drake. Les passagers dépensent des dizaines de milliers de dollars pour l'attraction. Ils l'appellent le Drake Shake. Ils veulent ressentir la tempête. Ils boivent du champagne au bar, regardant des vagues de 20 mètres à travers des vitres blindées tandis que le navire tangue de 20 degrés. Les assiettes volent des tables, les gens tombent dans les couloirs, c'est de l'adrénaline. Mais les capitaines de ces paquebots ne sourient pas. Ils ont de la sueur sur les tempes. Ils savent que la glace et les vagues ne pardonnent pas les erreurs. En 2007, le paquebot Explorer a heurté un iceberg sous-marin que le radar n'a pas détecté dans les vagues et a coulé. Les passagers et l'équipage ont été sauvés, mais c'était un miracle.
Le temps était relativement calme et d'autres navires étaient à proximité. En 2022, sur le paquebot Viking Polaris, une vague tueuse a brisé les hublots et tué un passager. Si la catastrophe de l'Explorer s'était produite dans une véritable tempête de Drake, l'opération de sauvetage aurait été impossible. Les hélicoptères ne volent pas trop loin du rivage. Les navires ne peuvent pas mettre à l'eau leurs canots de sauvetage avec des vagues de 10 mètres. Ils seraient simplement brisés. Un paquebot avec 1000 personnes à bord dans le détroit de Drake est un otage de la chance. Un seul refus de moteur, une seule défaillance de navigation, un seul incendie, et le Titanic semblerait une petite contrariété. Le froid ici tue en 4 minutes. L'aide ne viendra pas. En 1997, les hydrophones de la NOAA, installés dans le Pacifique pour suivre les sous-marins et les baleines, ont enregistré un son étrange dans cette région. Il a été nommé The Bloop. C'était un son à ultra basse fréquence d'une puissance incroyable. Il était plus fort que n'importe quel son qu'un animal puisse émettre. Il était audible à 5000 km. Au début, on pensait à un calmar géant, à Cthulhu, à des tests militaires secrets. La réponse s'est révélée géologique et climatique. C'était le bruit de la glace qui craque, un icequake. Un iceberg géant de la taille d'une ville se détachait de la plateforme antarctique, raclant le fond et se brisant. Mais ce son nous a rappelé que les processus qui se déroulent ici ont une ampleur planétaire. Le détroit de Drake gronde, le rugissement du vent, le fracas des vagues, le craquement de la glace, le gémissement de la croûte terrestre, les tremblements de terre. C'est une symphonie de destruction. Les marins disent que ce son rend fou, un grondement constant, bas et vibrant, un infrason dont il est impossible de s'échapper même dans la cabine la plus profonde. Il provoque un sentiment de panique, d'anxiété et d'horreur sans raison. Peut-être que de nombreuses erreurs inexpliquées d'équipage, des suicides et des mutineries sur des navires dans le passé ont été causées précisément par l'impact acoustique de l'océan sur la psychologie humaine. L'océan rend fou avec sa voix. Cela semble être l'endroit le plus éloigné de la Terre. Il devrait être pur, primitif, mais les échantillons d'eau de 2023 ont montré la présence de microplastiques. Les courants apportent des déchets du Pacifique, de l'Atlantique, du monde entier. Le détroit de Drake fonctionne comme un mixeur. Il broie le plastique en nanoparticules. Les plus petites particules de plastique ont été trouvées dans la neige de l'Antarctique et dans les estomacs du krill. Le krill mange du plastique, les pingouins mangent du krill, les baleines mangent du krill. Le détroit de Drake distribue la pollution dans les couches les plus profondes de l'océan, l'envoyant avec les eaux de fond à travers le monde. L'homme est arrivé ici aussi. Nous avons empoisonné même cet angle sauvage, indomptable et mortel de la planète. Le détroit de Drake reste la dernière frontière, un endroit où les technologies perdent face aux éléments, où le GPS ne sauve pas d'une vague tueuse, où le téléphone satellite est inutile dans le brouillard blanc et le givrage. Les scientifiques continuent d'étudier ce phénomène. Ils lancent des drones planeurs qui plongent dans l'abîme, mesurant la température et la salinité, risquant d'être écrasés. Ils construisent des modèles mathématiques, ils essaient de prédire l'imprévisible. Mais chaque fois qu'un nouveau navire disparaît des radars dans la région du 60e parallèle ou qu'un satellite détecte une nouvelle anomalie gravitationnelle de l'eau, nous recevons un rappel, nous ne sommes pas les maîtres de cette planète, nous sommes des invités. Et il y a des portes qu'il vaut mieux ne pas franchir, il y a des routes qu'il vaut mieux éviter. Les navires contournent l'Amérique du Sud non pas par superstition et ni par peur des fantômes du Hollandais volant, mais par un calcul mathématique froid de la probabilité de survie. Parce que dans le détroit de Drake, cette probabilité tend toujours vers 0 à chaque seconde. L'océan ici ne pardonne pas. Il exige son tribut, et ce tribut, c'est la vie. Et vous, oseriez-vous traverser le Drake Shake pour une photo unique avec un pingouin et un iceberg? Ou préféreriez-vous observer cette folie glaciale à travers l'écran sécurisé de votre moniteur, au chaud chez vous? Écrivez-le dans les commentaires. Et rappelez-vous, l'océan sait attendre. Il a attendu des millions d'années et il attendra encore. Un immense merci à tous ceux qui ont regardé cet épisode jusqu'à la fin. Votre soutien, un like et un abonnement sont très importants pour nous. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour rester informé des dernières nouvelles et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.